Bonjour. Épilepsie, crise d'épilepsie, spasme, crise de tétanie. Qu'est-ce que toutes ces affections peuvent avoir en commun? Et est-ce qu'il y aurait un tronc principal auquel relier toutes ces affections qui sont la plupart du temps dites idiopathiques? Alors idiopathique, je vais vous traduire, ça veut dire on ne sait pas. Idiopathique, c'est une espèce de grand boîte fourre-tout qui met toutes les affections auxquelles on ne peut pas attacher une cause précise. Idiopathique, c'est aussi l'étendue de notre déni de l'influence du mode de vie sur la totalité des événements qui nous arrivent dans notre vie. Idiopathique, c'est juste une espèce de couvercle que l'on pose sur l'ignorance volontaire ou involontaire dans laquelle nous vivons et nous sommes maintenus. Il y a une chose qui est troublante quand on parle de crise d'épilepsie, par exemple, c'est que les crises d'épilepsie, elles touchent à environ 1% de la population générale. Par contre, elles touchent 50% des personnes dites autistes, ayant des troubles du comportement cognitif, ayant des troubles mentaux. Je parle particulièrement, ces études ont été faites pour la tranche d'âge 0-20 ans. 1% des 0-20 ans de la population générale, 50% des 0-20 ans présentant des troubles du spectre autistique, des troubles de l'apprentissage, des dyslexies, des dyspraxies, des troubles, on va dire, mentaux. Étrange ça quand même, étrange. Alors, comment faut-il comprendre les crises d'épilepsie? Alors, je le dis tout de suite, je me suis basé énormément pour toutes ces recherches et pour tout mon travail sur les travaux de Russell Blaylock, qui est un neurochirurgien américain qui a fait un travail remarquable, qui a beaucoup travaillé sur le domaine des excitotoxines, c'est-à-dire les toxines qui sont propres au système nerveux central. Et je vous renvoie vers ces travaux. Certains ont été particulièrement bien traduits par Corinne Gouget sur son site. Donc je vous renvoie vers le site de Corinne Gouget pour trouver les travaux du docteur Blaylock traduits en français. Corinne avait aussi traduit plusieurs vidéos de Russell Blaylock et il fait un travail remarquable. J'ai pas mal d'autres études que je vais vous citer puisqu'on me demande maintenant de plus en plus de citer mes études. Mais avant tout, comment faut-il comprendre la crise d'épilepsie? La crise d'épilepsie, ça se présente de façon globale comme une décharge nerveuse, alors catharsique à l'échelle de l'organisme, pour répondre à une neurotoxicité. Vous allez me dire, attends, neurotoxicité. Je ne vois pas comment il pourrait y avoir des toxines à l'intérieur du système nerveux central. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que premièrement, on a une barrière qu'on appelle la barrière intestinale, et que cette barrière intestinale nantie de tout son microbiote intestinal, un cortège de bactéries, cette barrière intestinale, elle nous permet, c'est un rempart, elle nous permet de nous protéger contre les agents extérieurs pathogènes. Faux. On sait très bien que l'hyperperméabilité intestinale existe, c'est un phénomène de plus en plus courant, de plus en plus avéré, l'hyperperméabilité intestinale, amenant au passage dans le milieu intérieur, c'est-à-dire le milieu sanguin, de produits toxiques, soit ingérés, c'est ce qu'on appelle les exotoxines, de par notre alimentation, globalement, et on y reviendra un peu plus loin dans la vidéo, et de par aussi la production endogène, les endotoxines, production endogène de produits toxiques liés à un phénomène de dysbiose intestinale, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre, une disharmonie dans les populations bactériennes qui se trouvent au contact de la muqueuse intestinale, ceci étant lié à nos habitudes alimentaires principalement, à la prise d'antibiotiques aussi globalement, à la prise de multiples toxines qui vont déséquilibrer cette population bactérienne, la réorienter dans le sens d'une population bactérienne pathogène qui va produire énormément de produits toxiques. Et ces produits toxiques, ils passent au niveau de la barrière intestinale. Ok, je veux bien, ils sont passés dans le sang, mais dans le système nerveux central, c'est pas possible. Il y a quelque chose qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, et la barrière hémato-encéphalique, elle protège le milieu nerveux, neuronal, de le système sanguin. C'est une séparation stricte et précise, et qui ne laisse pas passer des produits toxiques. Faux. Alors, pour m'appuyer quand même, perméabilité de la barrière sans cerveau de rats exposés au micro-ondes des téléphones portables. Étude australienne d'octobre 2008. Auteur Jacob Eberhardt, Bertil Persson, Arne Brun,
On peut le trouver sur le net où on veut. Travaux du projet Comobio du professeur Pierre Aubineau, docteur en neurophysiologie, docteur S-sciences en biologie, qui a travaillé à l'université de Paris 8. Il a démontré la nocivité des téléphones portables sur le cerveau des rats. Des mini-œdèmes se créent dans le tissu cérébral ainsi qu'une inflammation des méninges. Il a montré l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique lors de l'exposition au micro-ondes des téléphones portables. Ensuite, l'intégrité de la barrière hémato-encéphalique est altérée chez le patient qui souffre de troubles cognitifs d'origine vasculaire. Pourquoi? On montre que la perméabilité de la membrane hémato-encéphalique, de cette barrière hémato-encéphalique, augmente avec l'âge. On dit, quand tu vieillis, cette barrière, elle se dégrade. Et oh, c'est pas inéluctable ça. Le vieillissement, c'est pas une dégradation. Ça, c'est dans nos sociétés. Dans nos sociétés ignorantes, on pense que le vieillissement, c'est une dégradation. Le vieillissement, tel qu'il est vécu actuellement, c'est surtout avant tout une déminéralisation. Et donc, effectivement, notre première barrière qui devrait nous protéger, qui devrait protéger notre sang contre les matériaux toxiques qui peuvent être apportés par notre alimentation, notre mode de vie, ou qui pourraient être produits par une dysbiose des intestins, notre première barrière, la barrière intestinale, est perméable. C'est-à-dire que, il y a une séparation, il y a une porosité dans cette barrière. Premièrement, parce qu'il y a cette dysbiose intestinale et que le rempart immunitaire bactérien n'est pas là. Deuxièmement, parce que, il y a simplement des trous dans cette barrière, parce que, elle est profondément déminéralisée, donc la trame se relâche, les entérocytes ne font plus leur travail, ces cellules spécialisées qui permettent le passage des nutriments, et donc les produits toxiques passent, du milieu extérieur, qui est notre intestin, jusque dans le milieu intérieur, qui est le système sanguin lymphatique. Ok. Première étape de ce drame. Ensuite, deuxième étape, ça circule, ça se retrouve au niveau de la barrière hémato-encéphalique. Et que se passe-t-il? Cette barrière, là aussi, elle est altérée. Elle est altérée par quoi? Elle est altérée par la déminéralisation, elle est altérée par l'exposition au téléphone portable. Ça a été démontré de multiples fois. Le simple fait de porter un téléphone portable à l'oreille pendant 1 minute, pendant 7 minutes, la minute à laquelle vous avez votre téléphone portable à l'oreille, il y a une ouverture globale de la barrière hémato-encéphalique. On va faire un gros sujet sur les téléphones portables. Ils sont en train de nous tuer à petit feu. Notre addiction au téléphone portable est en train littéralement de nous tuer. Et l'ouverture de cette barrière hémato-encéphalique, elle permet quoi? Elle permet de faire passer une grande quantité de toxines dans le cerveau. Ces toxines, on les appelle en particulier les excitotoxines. Les excitotoxines, ce sont des toxines qui sont spécifiques du système nerveux. Le docteur Russell Blaylock a beaucoup travaillé sur ces excitotoxines. Donc, il y a deux phénomènes concomitants. Ouverture de la barrière intestinale, ouverture de la barrière hémato-encéphalique. Accumulation de produits toxiques au niveau du cerveau et décharge nerveuse comme une espèce de spasme et de catharsis qui va amener à une élimination massive de ces produits toxiques. Que ce soit les crises d'épilepsie qui se traduisent comme ça, que ce soit les problèmes de crise de tétanie, que ce soit les problèmes de tics nerveux, ce sont différentes gradations du même phénomène de toxicité neuronale, d'accumulation de produits toxiques dans une zone où il n'aurait jamais dû arriver. Pourquoi? Simplement parce que les barrières qui devaient le protéger ne le protègent plus. Alors, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris qu'effectivement c'est l'accumulation de matériaux toxiques au niveau de la barrière hémato-encéphalique, derrière la barrière hémato-encéphalique qui s'est produite, comment peut-on répondre? Alors, la première des choses à faire, en traitement d'urgence, entre guillemets, si j'étais confronté à cette situation, c'est de m'orienter vers des plantes antispasmodiques qui vont permettre de contrôler la chose. Il y a le basilic en particulier, qui est une plante antispasmodique majeure. Il suffit de taper sur Wikipédia ou sur n'importe quel moteur de recherche plantes antispasmodiques. Vous allez trouver tout un cortège de plantes antispasmodiques qui va pouvoir énormément aider. Je recommande aussi toujours autant, j'en parle pas assez souvent, le site qui est extraordinaire pour moi, qui est une base de référence incontournable, qui s'appelle Mr Ginseng, Monsieur Ginseng, G-I-N-S-E-N-G, comme la plante, et qui est fait par un amateur autodidacte qui a une compétence extraordinaire en termes de plantes, et je recommande vraiment ce site pour tous les passionnés des plantes. Vous allez trouver toutes les réponses. Donc, s'orienter vers des plantes antispasmodiques, ça peut être la première des solutions. Mais le gros challenge, vous l'avez compris, c'est
Premièrement, de réparer la barrière intestinale. Deuxièmement, de réparer la barrière hémato-encéphalique et d'arrêter les coupures. Et ensuite, de permettre l'évacuation de ces toxines. Alors les toxines, quelles peuvent-elles être? Pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir des toxines qui passent? Comment se fait-il qu'il y a des toxines? Il y a des toxines dans mon alimentation. Eh bien oui. Particulièrement dans les cas d'épilepsie, on pointe la gliadine, les gliadines, donc qui sont des protéines, qui sont dans la partie insoluble du blé et de nombreuses autres céréales. Le riz contient des gliadines, le seigle contient des gliadines, l'orge contient des gliadines, le maïs contient des gliadines, même le riz contient des gliadines. Et ces gliadines-là, eh bien, ce sont des macroprotéines que le corps ne peut pas digérer de manière correcte et qui, s'il y a une porosité de la barrière intestinale, vont passer à l'intérieur du milieu sanguin et ensuite risquent de se retrouver au niveau du cerveau. Premier cas, les caséines aussi. Donc la caséine du lait, cette protéine pour lesquelles nous ne sommes pas équipés au niveau enzymatique, nous ne sommes pas équipés pour digérer, surtout passé l'âge de 4 ans, nous ne sommes pas équipés pour digérer la caséine, et donc ces longues chaînes de protéines vont passer dans la circulation intérieure et vont pouvoir se retrouver au niveau du système nerveux central. Il y a aussi des tas de produits toxiques qui sont produits par tout ce qui se retrouve dans nos intestins. Alors qu'est-ce qui se retrouve dans nos intestins? Il se retrouve de la candidose. Pourquoi? Parce que notre régime alimentaire est maintenant basé massivement sur les sucres complexes des céréales et des amidons, que ces sucres complexes des céréales et des amidons, nous n'avons pas le capital enzymatique suffisant pour les digérer complètement. Ces longues chaînes de sucre se retrouvent à l'intérieur des intestins, fermentent et amènent à la prolifération de champignons et de levures qu'on appelle des candidats albicans, levures ou champignons en fonction du milieu intérieur, en fonction de l'acidité du milieu. Et ces candidats albicans vont produire des neurotoxines, comme l'acétaldéhyde, comme de l'acide urique par exemple, comme de l'acide sulfurique, et qui vont passer la barrière intestinale. Et il y a aussi par exemple des streptokinases. Les streptokinases, ce sont des protéines produits par des streptocoques, et des streptocoques qui vont envahir notre corps. Un nombre de la population possède une certaine proportion de streptocoques à l'intérieur du corps. Il y a aussi tous les produits toxiques qui sont produits par les parasites intestinaux. On va faire tout un topo sur le parasitage intestinal et le déparasitage en particulier, mais les parasites intestinaux vont produire énormément de produits toxiques. Et tous ces produits toxiques qui sont relâchés en permanence, liés à notre alimentation délétère et liés aux conséquences de notre alimentation délétère, c'est-à-dire la prolifération dans nos intestins d'agents microbiens, d'agents parasitaires qui vont produire des produits toxiques en eux-mêmes, donc c'est l'endotoxémie, tout cela va passer la barrière intestinale. Donc première des choses, réformer son alimentation. C'est pour ça qu'on y revient sans cesse, et n'en déplaise à certaines personnes qui grincent un peu des dents quand on leur dit que finalement la plupart des choses viennent de l'alimentation. En effet, la plupart des choses viennent de l'alimentation. Parce que qu'est-ce qui conduit finalement à développer des parasites intestinaux et être rempli de vers? C'est notre alimentation, c'est rien d'autre. C'est parce que nous sommes massivement orientés vers une alimentation transformée, une alimentation basée sur les amidons et les céréales pour lesquels nous ne sommes pas équipés, une alimentation qui contient beaucoup trop de produits animaux, qui ne contient plus du tout d'éléments vitaux, d'enzymes, c'est-à-dire une alimentation qui n'est plus une alimentation vivante, basée massivement sur les fruits et les légumes. Et ça, c'est la première des réformes à faire. Une alimentation vivante basée sur les fruits et les légumes, qui va assurer déjà de renouveler un petit peu ce milieu intestinal, d'apporter les produits nécessaires pour commencer à reconstruire doucement cette muqueuse intestinale et arrêter d'en rajouter. Ensuite, effectivement, il va falloir passer par un déparasitage. Alors, avant de consacrer un sujet complet à cette question, je signale quand même le protocole qui a été mis au point par un médecin qui s'appelle Hulda Clark, C-L-A-R-K. Hulda Clark a mis au point un protocole antiparasitaire à base de noyer noir, d'absinthe et de clous de girofle, qui est absolument remarquable, qui dure 15 jours, qui devrait être fait régulièrement. Et je sais que ces plantes sont difficiles à se procurer, mais j'œuvre actuellement avec différents laboratoires pour faire en sorte que ces plantes soient bientôt disponibles en France, et j'espère qu'on va y arriver. Donc, déparasitage, nettoyage des intestins. Nettoyage des intestins, je vous renvoie à toutes les vidéos qui parlent du nettoyage des intestins, première cause. Ensuite, réparer cette muqueuse intestinale. Là aussi, il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été faites là-dessus. Comment est-ce qu'on répare la muqueuse intestinale? En apportant les deux agents anti-inflammatoires massifs du système, de tout le corps humain, c'est-à-dire des minéraux en surabondance, des fruits, des légumes, des jus de légumes, particulièrement si on a les intestins enflammés, des fruits, des légumes, des fruits doux, des légumes sous forme de jus particulièrement crus avec tout leur capital enzymatique, tous leurs minéraux,
Et ensuite, des matières grasses aussi, hein, qui vont permettre de réparer tout ça. Toutes les matières grasses crues, sous leur forme naturelle, sont bienvenues pour réparer la muqueuse intestinale. On a ces deux, et il s'agit de jouer sur les deux. Il s'agit de jouer sur les deux pour permettre cette réparation des tissus, avec une variété de matières grasses la plus large possible, qui va nous assurer un apport des oméga 3, oméga 6, oméga 9, oméga tout ce que vous voulez, acides gras insaturés, acides gras saturés, de manière à réparer cette muqueuse intestinale. Vous connaissez ma grande affection pour la graisse de coco. La graisse de coco a une action extrêmement favorable. C'est une graisse saturée qui a une action extrêmement favorable sur la muqueuse intestinale et qui en plus contient de l'acide caprylique, de l'acide laurique qui vont permettre de nettoyer et de protéger contre les proliférations de bactéries pathogènes. Ça, c'est un premier truc, réparer la muqueuse intestinale. Deuxièmement, reminéraliser le corps dans son entièreté, parce que quand on parle de crise d'épilepsie, quand on parle de troubles du système nerveux, il y a toujours aussi une déminéralisation. Déminéralisation, pourquoi? Parce que passage de produits acides à l'intérieur de l'organisme qui vont venir littéralement capter les minéraux, parce que défaut d'apport minéral par une alimentation qui est complètement dénaturée, c'est-à-dire qui ne contient plus les éléments vitaux, les micronutriments nécessaires à la vie humaine. Alors, sur les analyses, vous voyez les macronutriments, lipides, glucides, protéines, mais les micronutriments, ils sont absents, ils sont vacants. Déficience aussi en micronutriments. Pourquoi? Parce que notre système intestinal s'est massivement orienté, il a été, on va dire, retourné de manière à contenir une grande proportion de bactéries pathogènes qui vont venir s'approprier ces éléments vitaux pour leur propre métabolisme. Ainsi, on sait que des personnes qui ont une prolifération de candidats albicans à l'intérieur des intestins, ces personnes vont avoir une déficience en fer. Pourquoi? Parce que les candidats albicans se nourrissent de fer et le prennent plutôt que ce soit votre milieu intérieur, entre guillemets, c'est-à-dire le sang, vos cellules, c'est les candidats albicans qui s'en nourrissent pour leur propre métabolisme et deviennent finalement des concurrents. Des concurrents, et on rentre dans un système concurrentiel. Donc réparer la muqueuse intestinale, nettoyer à partir de changements radicaux et profonds du mode de vie, déparasiter, ça me paraît essentiel. Quand je parlais de raffiner son mode de vie, quand je citais le docteur Russell Blaylock, a montré que parmi les deux excitotoxines majeures, on pouvait compter l'aspartame. Il a fait, d'ailleurs, il n'est pas ami avec NutraSweet et toutes les autres compagnies de ce type-là. L'aspartame est une excitotoxine de première. Et le glutamate monosodique. Le glutamate monosodique qui se retrouve, dès que vous voyez exhausteur de goût, levure alimentaire, toutes les levures alimentaires contiennent une quantité majeure de glutamate monosodique. Le glutamate est un neurotransmetteur excitateur du système nerveux, naturellement produit par l'organisme dans des petites doses. Et nous, on en apporte des quantités massives et on devient accro au glutamate. C'est pas pour rien que les vendeurs de plats préparés ont commencé à introduire de façon massive le glutamate dans notre alimentation, parce qu'on est complètement accro à cette excitation permanente. Le glutamate est un neurotoxique, c'est une excitotoxine majeure du système nerveux central. Le glutamate, on va le retrouver dans tous les plats préparés, dès que vous voyez levure alimentaire, exhausteur de goût. On en retrouve beaucoup dans le fameux soja, le cher soja des végétariens, qui, en plus de contenir des perturbateurs endocriniens, contient énormément de glutamate, poison. C'est pour ça que je dis souvent que le régime végétarien qui se base sur les céréales, les légumineuses et le soja est une catastrophe sur le plan de la santé. C'est vraiment une catastrophe sur le plan de la santé. Donc voilà, excitotoxine, on fera tout un sujet encore à nouveau là-dessus. L'important dans cette vidéo est de comprendre l'essentiel, d'aller à la base. Ensuite, quand on va me parler de personnes qui présentent des crises d'épilepsie, je vais aller voir le système endocrinien. Le système endocrinien, thyroïde, parathyroïde particulièrement. Pourquoi? Parce que la parathyroïde, ce sont ces deux petites glandes qui sont responsables du métabolisme du calcium à l'échelle du corps humain. Et quand on parle de troubles du système nerveux, quand on parle de ces décharges électriques, quand on parle de cette ouverture de la barrière hémato-encéphalique par déminéralisation, quand on parle de porosité de la barrière intestinale, on parle de déficience en calcium. Donc, j'irai checker la parathyroïde. Alors, pourquoi la parathyroïde? Comment y répondre? La parathyroïde, souvent, la plupart du temps, comme la thyroïde, elle se retrouve baignée dans un liquide interstitiel qui est extrêmement épais, congestionné par tous les produits toxiques que nous apportons. Et il s'agit de décongestionner tout ça en changeant son alimentation, en permettant enfin que cette lymphe, ce liquide interstitiel qui est responsable du nettoyage du corps, que cette lymphe circule enfin, qu'ensuite les portes de sortie, les reins
reins, les intestins fonctionnent de manière adéquate, les poumons respirent. Hein. Alors, activer la circulation de la lymphe, activer l'élimination par les reins, par les intestins. Hein. Il y a énormément de vidéos auxquelles vous pouvez vous référer sur ce site qui vous donneront toutes les clés pour ça. Ensuite, eh bien, on peut faire des cataplasmes dans cette zone, cataplasme d'huile de ricin par exemple, qui va amener à une activité, une suractivation du système immunitaire qui va venir nettoyer, prolifération des globules blancs, utilisation de l'ortie, de plantes médicinales. Il y a des plantes qui sont très adaptées hein, pour ça. Il y a un mélange chez ABC de Nature qui s'appelle Tyrovie par exemple, qui va y répondre de manière adéquate, mais avant tout réforme du système alimentaire. Ensuite, eh bien, la deuxième glande à laquelle je vais m'intéresser, c'est la glande surrénale. Parce que la glande surrénale, hein, si vous voulez, la thyroïde, c'est le thermostat du corps, un petit peu. La glande surrénale, c'est la batterie. Hein. Et le thermostat sans batterie, il ne sert à rien. On le tourne et ça ne fait rien chauffer. La glande surrénale, c'est la batterie du corps. Le système nerveux, littéralement, s'ancre dans les glandes surrénales qui produisent nombre de neurotransmetteurs comme la noradrénaline et l'adrénaline, qui sont des neurotransmetteurs majeurs du système nerveux central. Les glandes surrénales aussi, via les hormones corticostéroïdiques, comme le cortisol, comme l'aldostérone, via toutes ces hormones-là, va réguler le métabolisme de tous les autres minéraux autres que le calcium et les équilibres minéraux. Et donc c'est pour ça que les glandes surrénales sont aussi à cibler en priorité. Glandes surrénales, vous savez ce qui affecte le plus les glandes surrénales, eh bien c'est le non-respect des rythmes de vie propres à l'individu. Et ça commence dès l'enfance. Ça commence dès l'enfance parce qu'on nous impose de nous lever très tôt le matin pour aller à l'école, pour rester complètement assis pendant des heures avec un rythme qui ne nous convient pas et qui n'est pas adapté pour nous. Il n'y a aucune individualisation du rythme de vie, il n'y a aucun respect des temps de repos, des temps de travail et des temps de repos. Et donc à ce moment-là, finalement, eh bien, les enfants commencent à avoir leurs glandes surrénales qui sont de plus en plus épuisées. Il est temps d'arrêter le massacre hein, et de respecter enfin les rythmes de vie propres aux enfants. Donc pour faire le tour, hein, les enfants ou les adultes qui présentent des crises d'épilepsie sont des personnes qui présentent une neurotoxicité au niveau du système nerveux central. Comment c'est arrivé? Simplement parce que les toxines ont passé la barrière intestinale et aussi parce que les toxines ont passé la barrière hémato-encéphalique. Pourquoi? Parce que ces deux barrières étaient lacunaires, dues à l'exposition, comme je l'ai montré dans les premières études, aux radiations des Wi-Fi, des micro-ondes et des téléphones portables qui émettent exactement dans le même spectre de fréquence, dû aussi aux produits toxiques alimentaires, bien sûr, que nous ingérons, qui conduisent à une déminéralisation et une déficience de toutes ces membranes, du fonctionnement de toutes ces membranes qui devraient être nos protectrices dans le corps. Hein. Première des réponses, réformer de façon massive son régime alimentaire, de manière à arrêter cet apport de produits toxiques et revenir enfin, ramener nos enfants, si c'est les enfants, ça arrive souvent chez les enfants, ramener les adultes, ramener à ce qui est bon pour nous, c'est-à-dire un régime basé sur une alimentation vivante, chargée d'enzymes et de minéraux, de micronutriments, une alimentation qui est basée principalement sur les fruits et les légumes, chose pour laquelle nous sommes faits. Nous sommes faits pour ça et c'est incontournable, c'est juste une vérité. Il n'y a qu'une seule constitution humaine, et notre constitution est d'être frugivore. Deuxièmement, réparer ces muqueuses qui laissent passer ces produits toxiques. Nettoyer, réparer, on en revient toujours aux mêmes choses. Pour éviter enfin que l'on considère ces troubles comme des troubles idiopathique, c'est-à-dire qu'il n'arrive par hasard. Il n'arrive par hasard que parce que nous avons l'ignorance des conditions propres, des conditions adaptées à la vie humaine. J'espère qu'au travers de cette présentation, vous aurez compris tous les challenges qu'il y a à parler finalement et à traiter, à s'occuper de personnes qui présentent des crises d'épilepsie. Ces crises d'épilepsie ne sont finalement qu'une élimination salutaire, catharsique, mais qui témoignent simplement d'une décharge toxique à l'échelle de tout l'organisme parce qu'il y a une trop grande accumulation. Comme vous l'avez vu, j'ai commencé à ouvrir quelques pistes. On va faire plusieurs sujets particuliers sur l'autisme et montrer à quel point finalement les troubles du spectre autistique ne sont finalement que les conséquences d'une dysbiose profonde au niveau intestinal et de l'ouverture de ces deux fameuses barrières qui devraient être des remparts impassables finalement et qui sont en fait des boulevards au travers duquel tous les produits toxiques peuvent passer. Je vous remercie pour l'écoute. Je vous remercie surtout de transmettre ce message qui est un véritable message de santé publique.
transmettre ce message pour que nous sortions de l'ignorance, que nous arrêtions de considérer comme idiopathiques des troubles qui ne sont en fait que les résultats de notre ignorance. Ignorance des conditions propres d'alimentation et de mode de vie de l'humain. Je vous encourage à vous renseigner au travers de toutes les vidéos que vous allez voir sur ce site. Il y a énormément d'éléments. Bonne régénération à tous. Je vous souhaite vraiment des fruits et des légumes en abondance, de qualité, qui puissent vous apporter tous les micros et les macronutriments. Je vous souhaite vraiment d'avoir un corps qui fonctionne de manière adéquate, qui évacue tous les produits toxiques, qui ne produit plus lui-même de façon endogène des produits toxiques, de manière à ce que notre cerveau fonctionne enfin. Parce que quand on parle de neurotoxicité, d'excitotoxine, l'état agressif, belliqueux et violent de notre monde est aussi grandement déterminé par la quantité de produits toxiques qui arrivent. Alors je vous souhaite découvrir cet état de paix, cet état de joie, propre au simple fait de s'orienter vers ce qui est bon et ce qui est prévu pour nous. Bonne régénération.